Bonjour tout le monde, merci d'être ici. C'est quand même un lieu imposant, impressionnant. Merci beaucoup à Creative Morning pour l'invitation. Je suis honorée et pour moi, c'est mon baptême, en plus, dans cette belle communauté. Puis merci à vous tous de vous être levés tôt. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était le plus tôt depuis le début de l'été que je me levais ce matin. J'ai apporté mon bâton de parole. Le bâton de parole, je ne sais pas si vous connaissez cet objet, ça tire ses origines dans les communautés autochtones. C'est un objet qui symbolise le respect et l'ordre et on s'en sert dans les cercles pour la conversation. Et l'idée, c'est que celui qui qui a le bâton de parole dans ses mains, détient le pouvoir de parler sans être interrompu. Et on dit que celui qui le tient a comme un genre de privilège ou doit parler avec le cœur et l'esprit ouverts. J'aime beaucoup, beaucoup cette symbolique et puis je vous dirais même que des fois, je l'amène dans les groupes que j'anime parce que je trouve que ça met l'emphase sur quelques éléments, comme par exemple l'importance de l'écoute, la vraie écoute, l'importance de prendre son temps, l'importance d'être bien branché et connecté à soi pour après ça être capable de se connecter aux autres, mais surtout, c'est que ça sacralise la communication, la conversation. Alors, ce matin, je vais avec courage empoigner le bâton de parole pour vous parler de ce qui me fait vibrer, puis ce qui donne un sens à mon travail tous les jours. Puis je dirais même que j'ai comme réalisé en me préparant ce matin que la conversation courageuse, bien, ce thème-là, cette idée de l'importance de la conversation courageuse, bien, je pense que ça me suit même dans ma vie personnelle et ça depuis très, très longtemps. Alors, j'ai eu la prétention de dire que ça prenait des conversations courageuses pour changer le monde. Moi, je dis que la pandémie ou le post-pandémie, là, on ne sait pas trop si c'est fini, mais bon, l'espèce de retour au travail qu'on est en train de vivre avec tous ces questionnements, ces doutes, pour moi, je pense qu'on a une opportunité en or. On a une opportunité, un moment même historique où on peut, si on le choisit, s'arrêter, se poser des questions de fond et d'avoir le courage de réinventer nos milieux de travail. Et bien, je vous le dis d'emblée, vous tous ici, si vous le voulez, vous avez tous non seulement un pouvoir, mais vous avez peut-être même la responsabilité de faire un geste puis de participer à cette réinvention du monde du travail. Donc, moi, je pense que vous avez un rôle à jouer. Avant qu'on se lance, avant que je me lance dans mon sujet, je vous propose de prendre un instant, comme si vous aviez le bâton de parole dans vos mains pour reste juste une respiration, yeux fermés ou pas, puis vous poser, voir dans quel état vous arrivez ce matin, comment ça se passe pour vous, votre météo intérieure. Puis si ça vous tente, vous pouvez même vous amuser à mettre un mot qui symbolise votre état du moment. Moi, ce serait fébrile. C'est un acte courageux et important de prendre le temps de se connecter à soi parce que la conversation courageuse, ça part d'abord et avant tout d'une connexion avec soi-même, d'une présence à soi. Alors, je vais le déposer là, pour ne pas l'avoir dans mes mains, mais je vais garder le concept du cœur ouvert et de l'esprit ouvert. Je vais vous raconter un peu la genèse de mon parcours. Moi, j'ai étudié en sciences de la communication et puis je suis rentrée dans le milieu du travail par la porte des agences. C'est dans cette industrie où j'ai passé 10 ans survoltée de rencontres marquantes, de découvertes sur moi, que j'ai eu vraiment un moment de tournant qui a fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et ce moment tournant, c'est quand on m'a donné un poste de direction, beaucoup trop tôt. Je n'étais pas prête pantoute. Je me rappelle avoir été dans mon bureau en conversation avec un des associés peut-être quelques semaines après ma nomination, puis il me demandait comment ça allait, et je lui ai dit, mais je capote, j'ai l'impression qu'en tout temps, j'ai 10 enfants qui me tirent après la jupe. C'est pas les clients, c'est les collaborateurs internes, c'est l'équipe. Et là, il est parti à rire, puis il n'arrêtait plus de rire, puis moi, je ne comprenais pas pourquoi il riait. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais Magali, c'est ça ta job? Alors, c'est là, moi, où j'ai compris, un, que je n'avais pas les outils, puis que deux,
l'importance capitale de la gestion humaine, la gestion des humains dans un processus de travail. J'ai compris que la manière dont j'allais intervenir et faciliter la collaboration, la communication, les interrelations, allait avoir des impacts directs sur les résultats. Et ça m'a amené à aller me former en coaching PNL en me disant, moi, je fais ça pour mieux faire mon travail. Mais là, j'ai eu comme une piqûre de passion. Et puis, après quelques années, accumuler 3-4 passions professionnelles en même temps, j'ai eu une conversation courageuse avec moi-même. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer dans le vide. Ce que j'avais vraiment le goût de faire, ça n'existait pas comme poste. En tout cas, ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, ça existe un peu plus. Puis j'ai décidé de lancer mon entreprise avec un plan d'affaires sur un coin de napkin. Mon intention, là, je ne l'ai jamais dit, mais je vais vous le dire ce matin, ça va rester entre nous, c'était d'injecter du rose dans le monde du travail. Alors, vous comprenez que je ne disais pas ça au monde quand je les rencontrais, mais ce que ça voulait dire pour moi, c'est que je voulais humaniser, je voulais remettre l'humain au centre. Et donc, bien, ça m'amène à aujourd'hui, 17 ans plus tard, à faire ce que je fais, c'est-à-dire, moi, j'aimerais ça, je vais vous donner l'image, tu sais, ma spécialité, c'est de faire des off-site, des réflexions, des équipes de direction, réfléchir à la vision du futur, des choses comme ça. Puis moi, je dis, je suis une espèce de metteur en scène. Mon travail, c'est de créer un moment propice, un climat, pour que les gens puissent avoir les conversations importantes et qu'ils puissent se retrouver, se connecter, puis collaborer, puis mieux avancer ensemble. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai formé du monde, j'ai coaché des leaders, j'ai créé des ateliers de toutes sortes depuis toutes ces années-là. Savez-vous qu'est-ce qu'on me donne comme feedback numéro 1 quand je termine, là, que ce soit une formation, un off-site? La première chose que les gens me disent, c'est « Oh mon Dieu, que ça a fait du bien de se parler! » OK? Puis le deuxième feedback qui revient souvent, qui est même un peu troublant, là, c'est « Hey, c'est presque aussi puissant qu'une thérapie. » Bon, je ne fais pas de thérapie, là, je vous rassure, mais quand j'entends ça, je me dis, mais ils ne se parlent pas, ce monde-là, d'habitude? Pourtant, il y a des meetings à longueur de journée, des comités, des statutaires. Mais ce que je comprends, c'est que finalement, en entreprise, on est tellement occupé à communiquer qu'on n'a plus le temps de se poser, réfléchir, puis de parler des vrais sujets importants. Et on n'a surtout pas le temps d'écouter les autres. Fait que c'est comme... Pour moi, cette soif de conversation m'apparaît presque un peu anormale, mais elle semble être répandue partout. Est-ce que vous pensez, vous, que les conversations importantes ont lieu dans vos milieux de travail? Est-ce qu'on parle des bons sujets au bon moment avec les bonnes personnes? Moi, je pense que ce qui se passe, c'est qu'en organisation, on parle beaucoup du quoi. Ce qu'on fait, ce qui s'en vient, les échéanciers, tout ça. Mais on ne parle pas de comment on fait les choses, puis on ne parle pas de comment on pourrait faire autrement, et on ne parle pas non plus de, ou pas assez, de qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, parce que, tu sais, la réalité évolue, qu'est-ce qu'on a besoin pour être bien, puis pour collaborer sereinement ensemble. Comme il n'y a pas assez de focus sur ce volet-là. Puis moi, j'aimerais redonner la parole à l'ensemble des parties prenantes du monde du travail, pour qu'on puisse avoir ces conversations importantes-là, pour qu'on puisse être dans un état de prospérité, tout le monde. Puis la prospérité, pour moi, je prends le bout de définition suivant, être dans un état heureux de succès. Et la prospérité, je la veux pour tout le monde, pour les organisations et pour les travailleurs, et pour les pigistes et les freelances et tout le monde qui gravite autour. Pour moi, ce n'est pas une question de se mettre d'un côté puis défendre les travailleurs ou défendre l'entreprise. Pour moi, la posture que je prends, c'est vraiment une posture de médiatrice, facilitatrice pour favoriser une compréhension mutuelle puis pour que ce monde-là puisse se parler puis qu'ensemble, on puisse co-créer puis réinventer le monde du travail dont on a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des communications courageuses, des conversations courageuses? L'ego, la peur d'avoir l'air fou, la loyauté aux croyances et aux mœurs du passé, le manque de temps, la pensée court terme. On est plus préoccupé à la fin du mois, les 3 prochains mois, les chiffres du prochain mois. Être trop centré sur le « je » et pas assez sur le « nous ». Puis il y en a une dernière que je vais vous nommer, là, je pourrais en nommer plein d'autres, mais c'est
des lacunes en intelligence émotionnelle. Il y a une auteure qui s'appelle Sherry Turkle qui a écrit Reclaiming Conversation. C'est vraiment un des livres fétiches, c'est un livre relativement récent. Et elle a documenté, c'est une sociologue-chercheur, qu'à force de communiquer avec tous les chats, puis les courriels et tout ça, donc la communication qui n'est pas en temps réel, tout le monde, nous perdons nos capacités de converser en temps réel. Puis pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire converser en temps réel? Ça veut dire dealer avec l'émotion en temps réel de la personne devant soi. Alors, ça fait en sorte qu'on n'a peut-être pas les conversations courageuses qu'on devrait avoir. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous donner 2 exemples, parce que, tu sais, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est quoi pour elle une communication, une conversation courageuse? Alors, je me suis retrouvée à un moment donné dans une retraite avec un groupe d'associés. Ils étaient là 3 jours avec moi pour créer la vision de la suite de l'entreprise. Après les 10 premières années, c'est quoi la suite pour nous? Et lors de la première journée, je me rends compte qu'il y a une personne qui est un peu désengagée. Elle n'est pas vraiment dans la conversation, ou quand elle parle, elle est plus là pour dire oui, mais non. Donc, il y a quelque chose qui accroche. Et lors du souper le soir, cette personne-là, à un moment donné, se lève de façon spontanée, puis elle dit, bon, écoutez, il faut que je vous parle. Elle parle à ses associés. Je n'avais pas prévu vous le dire aujourd'hui, mais ça fait plusieurs mois que je réfléchis à ça et j'ai pris ma décision. Je ne savais pas comment vous le dire, mais je vais partir. Alors, évidemment, tu sais, ça a créé de la surprise, ça a créé de l'émotion, mais ça a aussi permis de mettre des mots sur ça, parce que, tu sais, son côté un peu pas engagé, puis en réticence, il existait depuis 3 mois, donc c'était difficile de travailler avec elle. Et ça lui a permis aussi à elle à trouver sa place dans la suite, parce qu'elle est restée encore quelques mois, pour être un peu comme une maman qui s'apprête à laisser aller son bébé, mais il y avait de la clarté. Ça a permis cette clarté-là, puis ça a permis à tout le monde de mieux collaborer à partir du moment qu'il y a eu des mots sur le non-dit qui persistait depuis plusieurs mois. Un autre exemple, c'est lors d'une transformation organisationnelle, un groupe de vice-présidents qui sont en train de discuter sur les prochaines étapes de communication interne et blablabla. Et puis, à un moment donné, il y a un des vice-présidents qui, comme l'autre, il se lève comme un ressort, puis il dit « Il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis comme pas si claire que ça par rapport à ce qu'on attend comme rôle, ce qu'on attend de moi dans la suite des choses, et c'est ce qui fait que j'ai tant de mal à mobiliser mon équipe. » Hey, ça prend du courage pour se lever et dire ça. Ça prend du courage pour l'entendre, le recevoir de la bonne manière, puis se retrousser les manches puis se dire « OK, on va dénouer ça ensemble. » Mais ce genre d'acte courageux, authentique, où il y a de la vulnérabilité, ça permet à l'équipe de se ressouder. Ça crée un niveau de confiance, ça crée vraiment un élan. Donc, c'est ça pour moi des exemples de conversation courageuse. Fait que, tu sais, on parle de changer le monde, je parle de changer le monde parce que je dis qu'on est arrivé au bout d'un modèle. On est arrivé au bout du cycle de notre modèle traditionnel sur lequel la plupart de nos organisations sont calquées. Alors, je vous donne quelques faits. Bien, le premier, c'est la fameuse pénurie de main-d'œuvre qui n'est pas prête de s'arrêter. Il y a un dossier dans le Devoir cette semaine, 1,4 million de postes à pourvoir au Québec d'ici bientôt, là. Après ça, il y a la population vieillissante, il y a la hausse d'enjeux de santé mentale. Et on s'entend que tout ça, c'était des problèmes qui existaient avant la pandémie, mais là, c'est comme si tout d'un coup, le volume vient de monter. Il y a la technologie qui arrive de plus en plus dans nos postes, dans nos rôles, dans nos organisations. On peut consulter un psy. C'est un robot, un chatbot qui va interagir avec nous. Après, on dit que 70 % des métiers de 2030 n'existent pas déjà et que les compétences requises dans ces métiers de l'avenir ne sont pas vraiment enseignées en ce moment dans les cursus scolaires. Et là, la dernière étape, c'est le fait que les générations qui vont être 40 % de la population active bientôt, là, les Z et les alpha, ils ont été élevés complètement autrement, ils ont une mentalité différente, des valeurs différentes, et le clash risque d'être encore plus grand si on n'ajuste pas les choses un peu. Donc, on le sait aujourd'hui qu'on ne reviendra pas en arrière. On a parlé beaucoup dans les médias de la grande démission. Ouais, vous vous rappelez de ce titre-là, il y a plein d'articles. Il y a une auteure américaine, Whitney Johnson,
Whitney Johnson, c'est ça, qui, elle, a dit « c'est pas la grande démission, c'est la grande aspiration ». Je trouve que c'est plus juste. C'est comme si le moment, chacun chez nous, enfermé, nous a permis de nous reconnecter sur ce qu'on a besoin vraiment, sur ce qui est important pour vrai. Et là, les gens aspirent à autre chose. Et les gens ont changé. Chaque humain qui compose le monde du travail, certains ont souffert, mais d'une manière ou d'une autre, on a réfléchi, on a grandi, on en ressort différent. Pour moi, ça ne fait que rajouter une couche sur l'importance de réinventer notre contexte, notre milieu de travail. Bon, je vais faire un bémol, là, parce que je vous entends peut-être dire « oui, mais là, attends, là, le monde du travail a quand même évolué ». Oui, il a évolué. Il y a des organisations plus que d'autres, qui ont des super beaux exemples d'adaptation à notre époque. Je pense, entre autres, vous irez chercher sur Internet, il y a une entreprise en Beauce qui s'appelle Rigitex, une entreprise manufacturière. Pas de hiérarchie, pouvoir décisionnel 100% sur chaque équipe. C'est révolutionnaire comme manière de gérer l'entreprise. Ça existe, ça marche, ça fait plusieurs années que ça roule, donc il y a des preuves qu'on peut faire les choses autrement. Maintenant, on arrive à la fin d'un cycle, puis pour moi, il faut être clair aussi qu'il n'y a pas de recette unique. Par contre, il y a probablement des grands piliers sur lesquels on pourrait réfléchir ensemble, puis je vois ça un peu comme une forme de médiation. À mon avis, il faut faire attention, il ne faut pas que cette conversation-là soit simplement dans la salle de réunion de la haute direction ou uniquement auprès des gens RH. Pour moi, c'est une conversation qui devrait être inclusive et participative pour que tout le monde puisse amener son point de vue, puis que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des solutions durables qui vont fonctionner dans le temps. En arrivant, on vous a posé la question, on vous a demandé, ça serait quoi le sujet de conversation que vous voudriez avoir dans vos organisations? Fait que je ne sais pas si vous avez regardé les réponses des gens. Moi, je ne suis pas capable de les voir d'ici. Est-ce que vous voulez m'en nommer une couple des sujets qui sont importants pour vous, que vous aimeriez avoir comme conversation? Oui. Oui. Oui, les causes. Puis on pourrait même dire qu'il y a le rôle de l'entreprise, hein, l'employeur. C'est quoi son rôle et responsabilités par rapport à ça? OK? Quoi d'autre? Oui? Le lien entre la performance de l'entreprise et l'équipe de travail. Performance versus équipe. Oui, intéressant. Puis on pourrait même dire, dans le style, tu sais, dans le leadership, on a parlé beaucoup du leadership bienveillant. Comment on réconcilie la bienveillance et la performance? Parce qu'on ne se racontera pas d'histoire, les organisations, ils veulent être performantes. Mais est-ce que ça peut coexister, bienveillance et performance? Ça se peut-tu? Un autre sujet? Oui, vas-y. Je serais curieuse de savoir, c'est quoi les vrais objectifs? Les vrais objectifs. Il y en a qui rient, fait que je pense qu'ils sont d'accord avec toi. Le double vrai. Fait que je vous mets la liste que j'ai cumulée à date en posant la question à différents groupes, des jeunes, des moins jeunes, des patrons, des employés. Ce qui revient souvent, c'est la notion de la place du travail dans nos vies, le rapport au temps, tu sais. La notion de la rémunération, de l'évaluation. Comment on fait ça, puis on évalue sur quoi? On évalue-tu ça sur le nombre d'heures travaillées ou sur la qualité du livrable, par exemple? La notion du droit à la déconnexion, ça c'est très, très, très populaire. La diversité, incluant l'âge, la neurodiversité. J'entends souvent des critiques face à ce sujet-là, là, de diversité et inclusion. La vraie chose versus la surface. La valorisation cachée du workaholisme dans certains milieux. Et il y en a un autre, là, je ne les nommerai pas toutes, mais la recherche de sens des employés, des travailleurs. Moi, je ne sais pas pour vous, mais autour de moi, dans les derniers 6 mois, je ne compte plus dans mon réseau professionnel et mes amis le nombre de personnes qui sont comme en une espèce de petite crise d'identité, qui ont laissé des conjoints-conjointes ou qui ont laissé des entreprises, qui ont pris des sabbatiques ou qui ont pris 3 mois de congé cet été parce qu'ils avaient comme besoin de se poser puis prendre un recul. Donc, pour moi, ça ne fait que mettre encore plus d'emphase sur le fait que, oui, on a évolué, on a changé, puis là, il y a comme des gens qui se sentent un peu en rupture avec comment on fonctionne dans nos milieux organisationnels. Donc,
moi, je vous dis, depuis tantôt, je vous le redis, vous avez un pouvoir d'influence. Alors, si vous êtes un employé sans rôle hiérarchique, bien, ça part avec des conversations courageuses avec votre équipe avec qui vous travaillez au quotidien. Après, si vous êtes un gestionnaire, peu importe votre niveau, mais c'est avec votre équipe de gestion. Puis finalement, si vous êtes un pigiste ou un travailleur autonome, bien, vous gravitez autour et puis vous avez un regard parfois super éclairant parce que vous voyez différents milieux et vous pouvez contribuer à cette réflexion-là en partageant ce que vous voyez ailleurs ou en étant là simplement pour écouter et contribuer à cette conversation. Comment on fait? Comment on fait pour avoir des conversations courageuses, signifiantes et profondes? Alors, c'est sûr que j'aurais aimé ça vous donner la recette en 3 étapes avec le succès garanti. J'ai essayé de rassembler les conditions de succès, selon moi. OK? Alors, il y a la notion de se préparer. Ça a l'air bien basique, mais c'est important pour moi surtout de savoir pourquoi est-ce important d'en parler. Si je fais ça, je me donne du courage pour le faire. Okay? Pourquoi c'est important d'en parler? Après ça, vous pouvez vous demander par quel chemin vous allez y aller, mais surtout pourquoi c'est important d'en parler. Après, il y a la notion de trouver le bon moment avec les bonnes personnes, créer un espace sécuritaire. Hein? On a souvent parlé du safe space. Moi, j'aime parler du brave space. Ça va prendre quoi pour qu'on se sente à l'aise pour en parler? Puis ça, c'est une question du bon moment, le bon timing. Puis des fois, il y a comme des étapes. Puis on commence, puis c'est peut-être à la 3e conversation qu'on arrive avec quelque chose de plus gros. Hyper important de ne pas être en mode « je vais te vendre mon idée ». Vous en avez une idée, bien sûr, puisque vous voulez amorcer une conversation, mais plus se poser en curiosité, poser des questions à l'autre, se mettre à sa place, écouter et rester ouvert. Parce que si on veut être en conversation, on est ouvert à ce que l'autre contribue à la réflexion, puis peut-être que le résultat final va être teinté des autres gens. En fait, c'est ça qu'on voudrait. Important de se mettre en mode qualité de présence, écoute, et puis, ça c'est vraiment fondamental, normaliser les émotions. OK? Ça se peut qu'il y en ait, puis c'est correct. Vous pouvez en avoir, puis l'autre aussi. Puis ça fait partie de la vie. Mais des fois, on a encore le vieux réflexe de dire qu'on est supposé de laisser nos émotions à la maison quand on part le matin. Ça se peut pas. On est comme un gros sac d'émotions en action. Et puis, il faut accepter que c'est un pas à la fois. T'sais. On ne va pas régler ça d'un coup. Des fois, dans des contextes professionnels, il faut déjà d'abord reprendre contact. Si ça fait 2 ans et demi que vous n'êtes pas vus ou que l'équipe a changé pendant la pandémie puis que c'est tout du nouveau monde, il faut recréer les ponts pour être capable éventuellement d'avoir des conversations courageuses. Donc, il faut se donner ce temps-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une question de timing. Il y a même des auteurs qui ont comparé ce qu'on vit là à potentiellement autant d'impact que la révolution industrielle. C'est quand même assez fort. Alors, eux, ils prédisent ça. En ce moment, on se questionne beaucoup présentiel, virtuel, on parle beaucoup de la flexibilité, mais là, on peut voir que c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait questionner sur comment on réinvente. Et vous avez un pouvoir d'influence, vous avez la possibilité de contribuer à façonner la suite de notre futur du monde du travail. Il n'y a pas de trop petits pas, parce que chaque conversation en engendre d'autres. Alors, je ne sais pas quel sera votre pas à vous, mais moi, mon prochain pas, je suis en train de réfléchir et de brainstormer sur une espèce de concept d'une grande médiation, session d'innovation où il y aurait différents employeurs autour de la table, des travailleurs, vraiment l'inclusivité dont je vous parlais tantôt, puis de vraiment faire un processus conversationnel inspiré de la médiation pour trouver, premièrement, comprendre c'est quoi les nouvelles réalités, parce qu'il y en a de chaque bord, puis après ça, ensemble, inspirer, s'inspirer, puis s'entre-inspirer sur qu'est-ce que ça pourrait être, de quoi ça pourrait avoir l'air. Alors, à suivre. Chose certaine, c'est que moi, je n'ai pas terminé, je n'ai pas fini de me promener avec mon bâton de parole.